Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Je suis très heureuse de vous retrouver pour poursuivre la lecture d'Ernestine de Sade. Vous pouvez réagir sur Facebook et sur Twitter, gentiment, avec le hashtag VBN. Voilà, alors je continue la lecture, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas mal. Alors, vous imaginez aisément que notre jeune homme dut passer une nuit affreuse. Dès le matin, la Scholz le fit venir dans son appartement. « Eh bien, mon ami, lui dit-elle, avec l'air de la candeur et de l'aménité, êtes-vous prêt à confesser vos erreurs et vous décidez-vous enfin à me dire la cause d'un procédé si singulier de votre part ?»« Je me présente et livre ma personne pour toute justification, madame, répond le jeune homme avec courage. Je ne serais pas resté chez vous si j'étais coupable. Vous m'avez laissé le temps de fuir, je l'aurais fait. Peut-être n'eussiez-vous pas été loin sans être suivi et cette évasion achevait de vous condamner. Votre fuite prouvait un fripon très novice. Votre fermeté m'en fait voir un qui n'est pas à son coup d'essai. Nous ferons nos comptes quand vous voudrez, madame, jusqu'à ce que vous ayez trouvé des erreurs. Vous n'êtes pas en droit de me traiter ainsi. Et moi, je le suis de vous prier d'attendre des preuves plus sûres avant de flétrir ma probité. Hermann, est-ce là ce que je devais espérer d'un jeune homme que j'avais élevé et sur qui je fondais toutes mes espérances? Vous ne répondez point, madame, ce subterfuge m'étonne. Il me ferait presque naître des doutes. Ne m'irritez pas, Hermann, ne m'irritez pas, quand vous ne devez chercher qu'à m'attendrir. Ignores-tu, cruel, les sentiments que j'ai pour toi? Quel serait donc, d'après cela, l'être le plus disposé à cacher tes torts? T'en chercherais-je quand je voudrais, au prix de mon sang, anéantir ce que tu as? Écoute, Hermann, je puis tout réparer. J'ai dans la banque de mes correspondants 10 fois plus qu'il n'est nécessaire pour couvrir cette faute. Avoue-la, c'est tout ce que je te demande. Consens à m'épouser, tout s'oublie. Et j'achèterai le malheur de mes jours au prix d'un affreux mensonge. Le malheur de tes jours, perfide? Quoi, c'est ainsi que tu regardes les nœuds où je te prétends, quand je n'ai qu'un mot à dire pour te perdre à jamais? Vous n'ignorez pas que mon cœur n'est plus à moi, madame. Ernestine le possède en entier. Tout ce qui troublait le dessein que nous avons d'être l'un à l'autre ne peut devenir qu'affreux pour moi. Ernestine n'y compte plus, elle est déjà l'épouse d'Oxtierne. Elle, cela ne se peut, madame, j'ai sa parole et son cœur. Ernestine ne saurait me tromper. Tout ce qui s'est fait était convenu, le colonel s'y prêtait. Juste ciel, eh bien, je vais donc m'éclairer moi-même, je vole de ce pas à Stockholm, j'y verrai Ernestine. Je saurai d'elle si vous m'en imposez ou non. Que dis-je, Ernestine avoir pu trahir son amant? Non, non, son cœur ne vous est pas connu. Puisqu'il vous est possible de le croire, l'astre du jour cesserait de nous éclairer, plutôt qu'un tel forfait eût pu souiller son âme. Et le jeune homme, à ces mots, veut s'élancer hors de la maison. Madame Scholz le retenant. « Hermann, vous allez vous perdre. Écoutez-moi, mon ami. C'est pour la dernière fois que je vous parle. Faut-il vous le dire? 6 témoins déposent contre vous. On vous a vu sortir mes fonds du logis. On sait l'emploi que vous en avez fait. Vous vous êtes méfié du comte Oxtierne. Muni de ses 100 000 ducats, vous deviez enlever Ernestine et la conduire en Angleterre. La procédure est commencée. Je vous le répète, je puis tout arrêter d'un mot. Voilà, voilà ma main. Hermann, acceptez-la. Tout est réparé. Assemblage d'horreur et de mensonges, s'écria Hermann. Regarde comme la fraude et l'inconséquence éclatent dans tes paroles. Si Ernestine est, comme tu le dis, l'épouse du sénateur, je n'ai donc pas dû voler pour elle les sommes qui te manquent. Et si j'ai pris cet argent pour elle, il est donc faux qu'elle soit l'épouse du comte. Dès que tu peux mentir avec tant d'impudence, tout ceci n'est qu'un piège où ta méchanceté veut me prendre, mais je trouverai, j'ose m'en flatter au moins, des moyens de rétablir l'honneur que tu veux m'enlever. Et ceux qui convaincront de même mon innocence prouveront en même temps tous les crimes où tu te livres pour te venger de mes dédains. » Il dit, en repoussant le bras de la Scholz, qui s'ouvre pour le retenir encore, il se jette aussitôt dans la rue avec le projet d'aller à Stockholm. Le malheureux.
Il est loin d'imaginer que ses chaînes sont déjà tendues. 10 hommes le saisissent à la porte du logis et le traînent ignominieusement dans la prison des scélérats, au regard même de la féroce créature qui le perd et qui semble jouir en le conduisant des yeux de l'excès du malheur où sa rage effrénée vient d'engloutir ce misérable. Eh bien, dit Hermann, en se voyant dans le séjour du crime, et trop souvent de l'injustice puis-je défier le ciel à présent, d'inventer des mots qui puissent déchirer mon âme avec plus de fureur. Oxtierne, perfide Oxtierne, toi seul as conduit cette trame, et je ne suis ici que la victime de la jalousie, de tes complices et de toi. Voilà donc, comme les hommes peuvent passer en un instant au dernier degré de l'humiliation et du malheur. J'imaginais que le crime seul pouvait les avilir jusqu'à ce point. Non, il ne s'agit que d'être soupçonné pour être déjà criminel. Il ne s'agit que d'avoir des ennemis puissants pour être anéantis. Mais toi, mon Ernestine, toi dont les serments consolent encore mon cœur, le tien me reste-t-il au moins dans l'infortune? Ton innocence égale-t-elle la mienne? Et n'as-tu pas trempé dans tout ceci? Ô juste ciel, quels odieux soupçons! Je suis plus oppressée d'avoir pu les former un instant, que je suis anéantie de tous mes autres maux. Ernestine coupable, Ernestine avoir trahi son amant. Jamais la fraude et l'imposture naquirent-elles au fond de cette âme sensible. Et ce tendre baiser que je savoure encore, ce seul et doux baiser que j'ai reçu d'elle, peut-il avoir été cueilli sur une bouche qu'aurait avili le mensonge? Non, non, chère âme, non, on nous trompe tous deux. Comme ils vont profiter de ma situation, ces monstres, pour me dégrader dans ton esprit. Ange du ciel, ne te laisse pas séduire à l'artifice des hommes, et que ton âme, aussi pure que le Dieu dont elle émane, soit à l'abri, comme son modèle, des iniquités de la terre. Une douleur muette et sombre s'empare de ce malheureux, à mesure qu'il se pénètre de l'horreur de son sort, le chagrin qu'il éprouve devient d'une telle force qu'il se débat bientôt au milieu de ses fers. Tantôt, c'est à sa justification qu'il veut courir. L'instant d'après, c'est au pied d'Ernestine. Il se roule sur le plancher en faisant retentir la voûte de ses cris aigus. Il se relève, il se précipite contre les digues qui lui sont opposées. Il veut les rompre de son poids. Il se déchire, il est en sang. Et retombant près des barrières, qu'il n'a seulement point ébranlées, ce n'est plus que des sanglots et des larmes. Que par les secousses du désespoir que son âme abattue tient encore à la vie. Il n'y a point de situation dans le monde qui puisse se comparer à celle d'un prisonnier dont l'amour embrase le cœur. L'impossibilité de s'éclaircir réalise à l'instant d'une manière affreuse tous les maux de ce sentiment. Les traits d'un Dieu si doux dans le monde ne sont plus pour lui que des couleuvres qui le déchirent. 1000 chimères l'offusquent à la fois, tour à tour inquiet et tranquille, tour à tour crédule et soupçonneux, craignant et désirant la vérité, détestant, adorant l'objet de ses feux, l'excusant et le croyant perfide, son âme, semblable au flot de la mer en courroux, n'est qu'une substance molle où toutes les passions ne s'imprègnent que pour la consumer plus tôt. On accourut au secours d'Hermann, mais quel funeste service lui rendait-on en ramenant sur ses tristes lèvres la coupe amère de la vie dont il ne lui restait plus que le fiel. Sentant la nécessité de se défendre, reconnaissant que l'extrême désir qui le brûlait de revoir Ernestine ne pouvait être satisfait qu'en faisant éclater son innocence, il prit sur lui. L'instruction commença. Mais la cause, trop importante pour un tribunal inférieur comme celui de Norrköping, fut évoquée par devant les juges de Stockholm. On y transféra le prisonnier, content, s'il est possible de l'être dans sa cruelle situation, consolé de respirer l'air dont s'animait Ernestine. Je serai dans la même ville, se disait-il avec satisfaction. Peut-être pourrais-je l'instruire de mon sort.
On le lui cache sans doute, peut-être pourrais-je la voir, mais quoi qu'il en puisse arriver, je serai là, moins en but, au trait dirigé contre moi. Il est impossible que tout ce qui approche Ernestine ne soit épuré comme sa belle âme. L'éclat de ses vertus se répand sur tout ce qui l'entoure. Ce sont les rayons de l'astre dont la terre est vivifiée. Je ne dois rien craindre où elle est. Malheureux amant, voilà nos chimères. Elle vous console, c'est beaucoup. Abandonnons-y le triste Hermann pour voir ce qui se passait à Stockholm parmi les gens qui nous intéressent. Ernestine, toujours dissipée, toujours promenée de fête en fête, était bien loin d'oublier son cher Hermann. Elle ne livrait que ses yeux au nouveau spectacle dont on tâchait de l'enivrer. Mais son cœur, toujours rempli de son amant, ne respirait que pour lui seul. Elle voulut qu'il partageât ses plaisirs. Il lui devenait insipide sans Hermann. Elle le désirait, elle le voyait partout, et la perte de son illusion ne lui rendait la vérité que plus cruelle. L'infortuné était loin de savoir dans quel affreux état se trouvait réduit celui qui l'occupait aussi despotiquement. Elle n'en avait reçu qu'une lettre écrite avant l'arrivée des négociants de Hambourg. Et les mesures étant prises de manière à ce que, depuis lors, elle n'en pût avoir davantage. Quand elle en témoignait son inquiétude à son père, et le sénateur rejetait ses retards sur l'immensité des affaires dont se trouvait chargé le jeune homme, et la tendre Ernestine, dont l'âme délicate craignait la douleur, se laissait doucement aller à ce qui semblait la calmer un peu. De nouvelles réflexions survenaient-elles, on l'apaisait encore de même, le colonel de bien bonne foi, le sénateur en la trompant, mais on la tranquillisait, et l'abîme, en attendant, se creusait toujours sous ses pas. Oxtiern amusait également Sanders. Il l'avait introduit chez quelques ministres. Cette considération flattait son orgueil. Elle le faisait patienter sur les promesses du comte, qui ne cessait de lui dire que, quelque bonne volonté qu'il eût de l'obliger, tout était fort long à la cour. Ce dangereux suborneur, qui s'il eût pu réussir d'une autre manière que par les crimes qu'il méditait, se les fût peut-être épargné, essayait de revenir de temps en temps au langage de l'amour, avec celle qu'il brûlait de corrompre. « Je me repens quelquefois de mes démarches, disait-il un jour à Ernestine. Je sens que le pouvoir de vos yeux détruit insensiblement mon courage. Ma probité veut vous unir à Hermann, et mon cœur s'y oppose. Ô juste ciel, pourquoi la main de la nature plaça-t-elle à la fois tant de grâce dans l'adorable Ernestine et tant de faiblesse dans le cœur d'Oxtiern? Je vous servirais mieux si vous étiez moins belle, ou peut-être aurais-je moins d'amour si vous n'aviez pas tant de rigueur. Comte, dit Ernestine alarmée, je croyais ces sentiments déjà loin de vous et je ne conçois pas qu'ils vous occupent encore. C'est rendre à la fois peu de justice à tous deux que de croire que les impressions que vous produisez puissent s'affaiblir, ou que d'imaginer que quand c'est mon cœur qui les reçoit, elles puissent n'y pas être éternelles. Peuvent-elles donc s'accorder avec l'honneur? Et n'est-ce point par ce serment sacré que vous m'avez promis de me conduire à Stockholm que pour l'avancement de mon père et ma réunion à Hermann? Toujours Hermann, Ernestine. Et quoi, ce nom fatal ne sortira point de votre mémoire? Assurément non, sénateur. Il sera prononcé par moi aussi longtemps que l'image chérie de celui qui le porte embrasera l'âme d'Ernestine. Et c'est vous avertir que la mort en deviendra l'unique terme. Mais comte, pourquoi retardez-vous les promesses que vous m'avez faites? Je devais, selon vous, revoir bientôt ce tendre et unique objet de ma flamme. Pourquoi donc ne paraît-il pas? Ces comptes avec la Scholz, voilà le motif assurément de ce retard qui vous affecte. L'aurons-nous dès après cela? Oui, vous le verrez, Ernestine, je vous promets de vous le faire voir, à quelque point qu'il puisse m'en coûter, dans quelque lieu que ce puisse être. Vous le verrez certainement. Et quelle sera la récompense de mes services? Vous jouirez du charme de les avoir rendus compte. C'est la plus flatteuse de toutes pour une âme sensible. L'acheter au prix du sacrifice que vous exigez est la payer bien cher, Ernestine. Croyez-vous qu'il soit beaucoup d'âmes capables d'un tel effort? Plus il vous aura coûté, plus vous serez estimable à mes yeux.
Ah, combien l'estime est froide pour acquitter le sentiment que j'ai pour vous. Mais si c'est le seul que vous puissiez obtenir de moi, ne doit-il pas vous contenter ? Jamais, jamais, dit alors le comte, en lançant des regards furieux sur cette malheureuse créature, et se levant aussitôt pour la quitter. Tu ne connais pas l'âme que tu désespères. Ernestine, fille trop aveuglée. Non, tu ne la connais pas, cette âme. Tu ne sais pas jusqu'où peuvent la conduire, et ton mépris et tes dédains. Il est facile de croire que ces dernières paroles alarmèrent Ernestine. Elle les rapporta bien vite au colonel qui, toujours plein de confiance en la probité du sénateur, fut loin d'y voir le sens dont Ernestine les interprétait. Le crédule Sanders, toujours ambitieux, revenait quelquefois au projet de préférer le comte à Hermann. Mais sa fille lui rappelait sa parole. L'honnête et franc colonel en était esclave. Il cédait aux larmes d'Ernestine et lui promettait de continuer à rappeler au sénateur les promesses qu'il leur avait faites à tous deux. Ou de ramener sa fille à Nordkoping, s'il croyait d'aimer les Coxtières, n'eut pas envie d'être sincère. Ce fut alors que l'un et l'autre de ces honnêtes gens, trop malheureusement trompés, reçurent des lettres de la Scholz dont ils s'étaient séparés le mieux du monde. Ces lettres excusaient Hermann de son silence. Il se portait à merveille, mais accablé d'une reddition de comptes où se rencontrait un peu de désordre, qu'il ne fallait attribuer qu'au chagrin qu'éprouvait Hermann d'être séparé de ce qu'il aimait. Il était obligé d'emprunter la main de sa bienfaitrice pour donner de ses nouvelles à ses meilleurs amis. Il les suppliait de n'être pas inquiets, parce qu'avant 8 jours, Madame Scholz elle-même amènerait à Stockholm Hermann au pied d'Ernestine. Ces écrits calmèrent un peu cette chère amante, mais ils ne la rassurèrent pourtant pas tout à fait. « Une lettre est bientôt écrite, disait-elle. Pourquoi Hermann n'en prenait-il donc pas la peine ? Il devait bien se douter que j'aurais plus de foi en un seul mot de lui qu'en 20 épîtres d'une femme dont on avait tant de raisons de se méfier. » Sanders rassurait sa fille. Ernestine, confiante, cédait un instant aux soins que prenait le colonel pour la calmer, et l'inquiétude en traits de feu revenait aussitôt déchirer son âme. Cependant, l'affaire qu'Hermann se suivait toujours, mais le sénateur qui voyait les juges leur avait recommandé la plus extrême discrétion. Il leur avait prouvé que si la poursuite de ce procès venait à se savoir, les complices d'Hermann, ceux qui étaient munis des sommes, passeraient en pays étranger, s'ils n'y étaient pas encore, et qu'au moyen des sûretés qu'il prendrait, on ne pourrait plus bien recouvrer. Cette raison spécieuse engageait les magistrats au plus grand silence. Ainsi, tout se faisait dans la ville, même qu'habitaient Ernestine et son père, sans que l'un et l'autre le sussent, et sans qu'il fût possible que rien n'en pût venir à leur connaissance. Telle était à peu près la situation des choses lorsque le colonel, pour la première fois de sa vie, se trouva engagé à dîner chez le ministre de la Guerre. Oxtierne ne pouvait l'y conduire. Il avait, disait-il, 20 personnes lui-même ce jour-là, mais il ne laissa pas ignorer à Sanders que cette faveur était son ouvrage, et ne manqua pas, en le lui disant, de l'exhorter à ne pas se soustraire à une telle invitation. Le colonel était loin de l'envie d'être inexact. Quoi qu'il s'en fallût pourtant bien que ce perfide dîner dût contribuer à son bonheur, il s'habille donc le plus proprement qu'il peut, recommande sa fille à la Plormann et se rend chez le ministre. Il n'y avait pas une heure qu'il y était lorsqu'Ernestine vit entrer Madame Scholz chez elle. Les compliments furent courts. Voilà, on saura la prochaine fois la suite de ce livre d'Ernestine du marquis de Sade. Qu'est-ce qui va se passer entre Madame Scholz et Ernestine ? Je vous embrasse très fort. Bonne nuit.